Imu n'a pas dit son dernier mot. Après la leçon de Gaban dans le dernier chapitre, le roi du monde se voit obligé de passer à la vitesse supérieure et dévoile une forme hybride encore plus diabolique que jamais. Dans ce chapitre et cette review, nous allons analyser tout ce qu'il y a à savoir sur l'échange qu'il peut y avoir entre Biblo et Chopper, sur les futures transformations démoniaques d'Imu mais aussi de Luffy. Est-ce que sa régénération est aussi problématique que ça? Qu'est-ce que ça implique? Et surtout, aura-t-il lui aussi une forme hybride? Yo les bros, j'espère que vous allez bien et que les sujets vous intéressent parce qu'on va voir ça tous ensemble. Voilà, je vous invite à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à check les 2 dernières vidéos si vous les avez loupées, ainsi que la réaction live à ce même chapitre. Voilà, nous allons pouvoir débuter l'analyse de ce chapitre bien mystérieux sur plusieurs aspects qui a fait grincer beaucoup de dents. En parlant de mystère, vous vous souvenez de la cité d'Emeraude citée par Bellamy, vous? Moi oui. Enfin, aujourd'hui je m'en suis souvenu à nouveau grâce à un jeu qui vient tout juste de lancer un événement autour de l'univers d'Oz avec Dorothy Gale, la Wicked Witch et Ozilda the Wicked. Je parle évidemment de Red Shadow Legends et l'événement Echoes of Oz. Des années après que Dorothy, l'épouvantail, le bûcheron en fer blanc et le lion peureux ont vaincu la méchante sorcière, sa protégée secrète, Ozilda, revient pour se venger et attire les héros dans une version parallèle de Teleria sous son contrôle. Dorothy Gale arrive comme nouveau champion légendaire, elle peut retirer les buffs ennemis, les contrôler, et plus vous avez d'amis d'Oz dans votre équipe, plus Dorothy devient puissante. Red ne déçoit jamais sur le design de ses champions, et la preuve aujourd'hui avec ses incroyables illustrations. Et surtout, Dorothy est gratuite. 7 jours de connexion pour la débloquer, puis 7 jours de plus pour récupérer de l'équipement et des améliorations. Vous pourrez aussi affronter Ozilda la méchante dans un donjon temporaire pour récupérer notamment de l'équipement chronophage. Si vous commencez avec mon lien ou le QR code, vous pourrez récupérer 3 légendaires et un épique gratuitement, Narma The Returned, Shonoru au niveau 15, Dorothy et un dernier légendaire grâce à l'un de ces 4 codes. Un seul fonctionne et perso je choisirai Kitty Cut parce que le chat de Cheshire est vraiment beaucoup trop stylé. Donc passez bien par mon lien ou mon code QR pour récupérer les récompenses et surtout bon jeu à vous. Bon, et si nous commencions par faire l'habituel petit résumé du chapitre? Eh ben pour le coup ça va aller plutôt très vite. Luffy est toujours dans un état déplorable, tout comme Gaban qui en vient à devoir faire un garrot à son bras manquant et qui ordonne à Luffy de quitter immédiatement Elbaf, probablement pour ne pas mettre plus en danger que ça le futur Joy Boy. Mais ça ne sera pas si simple. Imu n'a pas dit son dernier mot non plus, repensant à l'erreur qu'il a commise de ne pas effacer un équipage aussi gênant que celui du roi des pirates, en même temps que Rox sur God Valley. Voilà qu'il prend une nouvelle forme bien plus démoniaque, commençant doucement mais sûrement à rappeler la silhouette maléfique du Harley. Pendant ce temps, Chopper est parvenu jusqu'à Biblo et va commencer la traduction des paroles du hibou qu'on n'aura probablement que dans le prochain chapitre malheureusement. En tout cas, Chopper semble être étonné de ce qu'il découvre. Retour sur Imu qui apparaît entièrement face à Luffy et Gaban, plus démoniaque que jamais évidemment, mais on en parlera plus loin car Gaban aurait pu perdre l'autre bras qui lui restait si Airudin n'était pas intervenu pour repousser Imu. C'est au tour du second fils d'Harald de passer à l'action pour repousser l'envahisseur d'Elbaf. Et bien sûr, un géant peut en cacher un autre, Loki arrive prêter main forte à son frère, et tous les 3 utilisent une attaque combinée du Hakoku améliorée, la souveraineté des 3 généraux. Ah parce que oui, Luffy lui aussi va mieux entre temps, on va en parler, vous inquiétez pas. Bon bah écoutez, c'est parti pour l'analyse. Finalement, l'un des trucs qui m'a le plus hypé de ce chapitre, c'est tout ce qui se trame autour de Biblo là. Rappelez-vous au chapitre 1182, Zoro et Robin ont découvert un passage secret dans la bibliothèque d'Elbaf menant à une salle cachée de tous les yeux dans laquelle se trouvaient Biblo et les livres qu'on croyait disparus. Bon jusque là, ok ça va, mais quand même, histoire de bien utiliser comme il faut, Zoro s'est senti intelligent en lâchant à Biblo je te trouve de plus en plus étrange Biblo. Pourquoi? Bah on n'a pas idée, hein. Enfin en tout cas comme ça, sans théoriser, rien ne paraît vraiment bizarre chez Biblo, à part les mots de Zoro peut-être. De l'autre côté, au chapitre 1189, Robin apparaît de nulle part pour demander l'aide de Chopper à la bibliothèque, donc là forcément on fait un parallèle avec Biblo encore une fois, puisque la seule raison pouvant pousser Chopper particulièrement à aller dans cette bibliothèque, c'est pour communiquer avec le hibou. Bon, l'intrigue représente parfaitement One Piece, hein. Tout avance petit à petit et aujourd'hui encore. Juste un petit passage montre la réaction de Chopper, vraisemblablement choqué de ce qu'il vient d'apprendre de Biblo. On croise les doigts, hein. Peut-être qu'on aura l'info d'ici la fin de l'année. Bon, vous savez bien que moi, le truc de Biblo, tout ça, j'ai 2 théories que je vous répète assez souvent maintenant. Biblo serait Lou Arnott dans une forme Zoan ou une forme piégée. Enfin bref, c'est Lou Arnott quoi, et aussi que ce même Biblo pourrait avoir une information sur le cercle des abysses généré par Imu grâce au livre, tout simplement car Nami disait au début de l'arc que ces pentagrammes lui rappelaient des livres de fiction qui n'en sont finalement pas tellement
spécialement quand on voit la réalité des démons du gouvernement. Voilà, ça vous savez, on n'en parlera pas plus pour le moment, essayons plutôt d'avoir encore une autre approche, donc j'ai fait quelques petites recherches supplémentaires sur les hiboux. Déjà, vous le savez probablement car je vous en ai déjà parlé, mais il y a un rapport intéressant à faire entre Imu et Biblo, c'est celui du présage. Le omen d'Imu, sa technique utilisée à foison depuis son arrivée, c'est un terme anglais signifiant présage. Et sacré hasard, quand le hibou et la chouette sont justement des symboles de sagesse et d'intelligence, collant parfaitement au thème de bibliothécaire de Biblo, mais aussi connus pour être des porteurs de présages généralement négatifs, comme la mort. Ouais, c'est bien négatif du coup. Donc là, je me suis dit, mais c'est bizarre car depuis l'arrivée d'Imu, Biblo agit. C'est à ce moment-là qu'il a bougé les livres, c'est depuis ce moment-là que Soro le trouve chelou, et c'est quand Imu devient vraiment incontrôlable sur Elbaf pour les protagonistes que ce même Biblo révèle un truc de fou, apparemment à Chopper. Sachant qu'Oda va devoir trouver une solution pour protéger Imu le plus vite possible, de préférence avant que sa limite de temps ici soit atteinte, je me dis que c'est peut-être pas un hasard ce truc de Biblo en parallèle. Vous voyez, il met en place quelque chose qui semble concerner Imu. D'où ma théorie sur le cercle des abysses. Donc là, je me suis aussi dit, si je trouvais un moyen d'encore plus creuser ce lien entre Imu et Biblo. Devinez quoi, on a peut-être une piste pas dégueu et je vais vous en parler. Bon alors là vous aurez compris que la fin de One Piece, Imu, tout ça, ça va orbiter autour du thème des démons. Imu en est la parfaite représentation, encore plus aujourd'hui si vous en aviez un quelconque doute. Et voilà, on a vraiment tout l'attirail du parfait petit démoniste, l'invocation de démons, les pentagrammes, les malédictions, les cornes, les créatures. Pas besoin d'aller plus loin je pense. Qu'on aime ou pas, moi je trouve ça toujours très cohérent avec ce que One Piece nous a toujours proposé. Ce monde ésotérique, occulte est présent depuis le début, c'est juste qu'il prend forme que maintenant, assez tardivement. Et vous savez comment s'appelle ce principe, ou du moins cet art occulte d'invoquer les démons, esprits et même dieux à des fins malfaisantes? La goétie, c'est un terme et un acte remontant dans l'Antiquité grecque et que pratique donc Imu dans One Piece avec ses pactes démoniaques, ses domiriversi, son omen, mais aussi et surtout l'utilisation de son grimoire. Oui, voyons, c'est bien beau de vouloir invoquer des démons et tout ça, mais pour ce faire, faut-il encore avoir un grimoire pour tous les répertorier? Ça tombe bien, c'est précisément ce qu'a Imu. Et ça tombe bien aussi puisque toujours dans le thème de la magie occulte, il existe un grimoire nommé l'Ars Goetia. C'est simple, ce grimoire permet de répertorier en détail les 72 démons et tout ce qu'il faut pour les invoquer. Finalement, c'est peut-être le contenu que cache le grimoire d'Imu, des invocations plus ou moins poussées, d'armes ou de démons, comme il a déjà démontré au chapitre 1150. Ok, alors moi ce qui m'intéresse maintenant, ce sont ces démons-là. J'ai pas analysé les 72, rassurez-vous, Par contre, parmi ce nombre plutôt impressionnant, s'en trouve un qui a attiré mon attention, c'est Stolas. Stolas a plusieurs formes, mais est représenté par un hibou couronné dans le dictionnaire infernal, et sa réputation fait de lui un maître en astronomie, en plantes et en pierres précieuses. Et là je me suis dit, mais attends, le hibou c'est Biblo, la couronne ça fait penser à Imu, mais l'astronomie aussi fait penser à Imu, puisqu'il s'entoure des astres planétas, les 5 planètes les plus imposantes du système solaire avec le Gorosei. Et puis attends, on peut pousser le truc un petit peu plus loin, mais là il communique avec Chopper, qui a la faculté de guérir tout le monde grâce aux plantes. Et les pierres précieuses ont un rapport un petit peu chelou dans One Piece, surtout récemment, avec la maladie des écailles de saphir rendant ses victimes sensibles au soleil, ou justement la pierre du soleil utilisée par les géants d'Elbaf pour créer un arc-en-ciel. Alors cette dernière partie était peut-être un peu too much, mais dans le fond, Stolas s'assimile à des thèmes présents autour d'Imu et des circonstances actuelles. Voilà. Du coup, est-ce que tout simplement Biblo ne serait pas un ancien démon d'Imu? Un démon invoqué par le passé, un démon dont le lien a été annulé ou brisé, expliquant sa présence ici sur Elbaf, mais surtout protégeant les ouvrages du monde, car c'est tout le rôle du hibou de préserver l'intelligence et la sagesse. On comprendrait alors mieux pourquoi il a les yeux en cercle concentrique, tel un démon, mais surtout pourquoi il veut s'entretenir avec Chopper et les protecteurs d'Elbaf. Il sait des choses sur Imu, il sait des choses sur ses capacités à invoquer des démons, et il pourrait apporter des conseils pour repousser ce démon maintenant qu'il n'a plus de lien avec lui, qu'il ait été invoqué par lui ou transformé par lui. La finalité est que Biblo soit relié au thème démoniaque d'Imu, pour une bonne raison que l'on découvrira, je suis sûr, très bientôt. Enfin, je l'espère. Vous pensiez qu'on en avait fini d'Imu? Ah non les gars, Gaban était impressionnant dans le dernier chapitre, mais pour vaincre le roi du monde, il va falloir faire encore bien des efforts pour s'en débarrasser. Dans les profondeurs du royaume des morts, Imu se transforme, sa silhouette change du tout au tout et le voilà désormais plus grand. Il semble avoir fusionné avec sa cape puisque le blason des pactes démoniaques se trouve désormais sur son bras et même les traits de son visage se sont fermés, laissant apparaître ses 2 yeux et confirmant au passage que non, Imu n'a pas un 3e œil. Du moins pour l'instant.
Vous l'aurez compris, il est là, le vrai diable, le vrai démon. Son apparence n'a jamais été autant terrifiante avec de nouvelles paires de cornes et de multiples changements au niveau de ses accessoires ainsi que de son Agoromo qui ne se trouve plus dans son dos mais désormais autour de lui. Je pense qu'on peut dire que c'est l'apparition officielle de la forme hybride d'Imu, en tout cas ça m'en a tout l'air, c'est littéralement sa forme de base mais améliorée, c'est donc le principe d'une forme hybride. Donc ça c'est super intéressant car ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà que la forme d'Imu vue depuis son apparition sur Elbaf est possiblement sa forme basique, vraiment le niveau 1 absolu. Les symboles démoniaques comme les cornes, la queue et les ailes, tout ça, ça viendrait simplement du design de base d'Imu en fait, ou alors au pire des cas, c'est son fruit du démon qui a trop pris emprise sur lui, transformant à jamais son physique. Car il faudrait pas non plus oublier que des mots de Vegapunk au chapitre 1069, les Zoan éveillés ont tendance à perdre leur personnalité. On ne sait pas vraiment de quoi ils parlent, mais quand même il est vrai que les premiers Zoan véritablement éveillés perdaient totalement le contrôle, comme les gardes Zoan Deeple Down qui s'étaient littéralement fait consumer par leur fruit du démon, ou même Chopper en fait dans son Monster Point qui devait là aussi être un foreshadow peut-être de son éveil puisqu'il perdait totalement la tête. Donc c'est vrai que Luffy par exemple, pour qui on n'a pas vu une telle perte de contrôle ou de personnalité, enfin pas au point où ça en soit un vrai sujet, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore arrivé et que l'étape prochaine et future de son pouvoir, c'est littéralement une transformation en un Nika possédé par son fruit du démon, perdant sa conscience propre et représentant ainsi un paradoxe assez fort pour l'homme cherchant la liberté à tout prix. Sa liberté ne serait plus vraiment la sienne, mais celle de Nika. Ce qui rejoindrait ma théorie finale que je vous répète depuis plus de 4 ans maintenant, Luffy est destiné à perdre son fruit du démon, le Ito Itonomi modèle Nika, qu'il possède depuis 12 ans maintenant. Il sera détruit ou extrait de son corps, laissant Luffy sans pouvoir, si ce n'est le plus puissant de tous, sa volonté, sa détermination, son haki, car comme l'a très bien dit Kaido, ce qui compte, c'est le haki, et Roger l'a bien compris. N'oublions jamais que les fruits du démon sont une malédiction. Nika est actuellement une malédiction. Et si Luffy doit se débarrasser des démons du passé incarnés par Imu, il devra aussi écrire une nouvelle légende sans être auréolé du spectre d'un dieu soleil antique. C'est peut-être un peu ingrat pour Nika qui lui a quand même prêté sa force et ses pouvoirs pendant tant d'années afin de vaincre ses adversaires et libérer le monde, Oui mais non, parce que pour vraiment libérer le monde, Luffy devra se libérer lui-même de la possession d'un Zoan et d'un fruit du démon. Car derrière toute la force que peut lui apporter un tel pouvoir, une telle divinité, faisant clairement de lui aujourd'hui le monstre ultime de One Piece totalement increvable, ça n'en reste pas moins une malédiction, un pouvoir contre nature qui apporte du bien oui, mais aussi son lot de points négatifs. Luffy ne peut pas nager, il ne peut pas profiter de l'eau comme le ferait n'importe quel pirate, chose qui aurait pu compromettre son rêve. Vous allez me faire croire que One Piece se terminera sans que Luffy ne nage. Alors là, écoutez-moi bien, je suis prêt à parier que dans les 3 derniers chapitres de One Piece, 5 derniers chapitres de One Piece même, on le verra taper ses meilleures brasses. L'image peut nous faire rire dit comme ça, mais bordel les gars, le mec doit être libre, le plus libre du monde. Comment veux-tu être libre si tu n'es même pas libre de nager à ta convenance? C'est impossible. Impossible, vous m'entendez? Puis il n'y a pas que ça, comme je le disais, ça reste une possession, une malédiction sur laquelle un esprit qui n'est pas le tien peut prendre un trop gros contrôle avec un pouvoir qui viendrait apparemment du grand méchant de l'histoire, Imu, l'homme à l'origine des fruits du démon, ou en tout cas du fruit originel. Toutes les cases sont cochées pour faire disparaître les fruits du démon de l'histoire, mais surtout celui de Luffy qui incarne parfaitement le symbole de liberté à laquelle il tient tant, mais qui dans un autre sens le condamne à être habité par une volonté qui n'est en fait pas du tout la sienne. Nika risque de prendre de plus en plus de place dans l'esprit de Luffy et c'est bien pourquoi le Gorosei disait au chapitre 1044, lors de l'éveil de ce dernier, que les Zoan avaient aussi une forme de volonté. Mais au final, quelle volonté sera la plus forte? Celle de Nika ou celle de Luffy? Je pense avoir perso ma petite idée car au final, celui qui libérera le monde, c'est celui que l'on suit depuis 30 longues années. Bon, désolé, je me suis un petit peu emballé, mais c'est que c'est vraiment trop un sujet qui me passionne. En fait, c'est tellement le genre de théorie que j'aime profondément et en laquelle en plus, je crois sincèrement que quand j'ai un moyen d'en parler, voilà, je le fais, désolé, mais j'espère qu'en vrai ça vous aura plu et que ça vous parle à vous aussi. Voilà. Pour Imu, qui est donc le sujet principal, il y a effectivement de grandes chances que cette forme hybride laisse aussi place à une autre forme dans le futur, celle du Zoan intégral et même
celle du Zoan bestial. Le Zoan intégral sera la troisième forme d'Imu, peut-être celle qui nous a été teasée sur Marie-Joise, plus grand, avec des crocs, bref, une véritable bête de l'apocalypse. La forme du Zoan intégral, elle, par contre, sera la vraie apparence démoniaque d'Imu qu'on s'imagine en pensant au diable. Mais je pense qu'il y en aura encore une autre, une dernière. Cette forme d'Imu sera celle dépeinte dans le Harley tout à gauche. Une forme monstrueuse, encore plus grande que Géant et Géant Antique réunis. C'est à ce moment-là qu'Imu sera au summum de sa puissance, mais aussi là où il perdra le plus le contrôle. Une folie dans laquelle il sera plongé et où sa conscience et sa volonté laisseront place à celle de son fruit du démon, incarnant aussi peut-être une entité ancienne similaire à Nika. Ça, c'est un sujet que je mets vraiment trop de côté. Vous savez peut-être que de mon point de vue, le fruit du démon d'Imu serait né au début du deuxième monde et tous les autres fruits du démon auraient suivi par la suite. Ce fruit du démon, là, serait né des suites des malheurs de la guerre, de la tristesse, de la peine, de toutes ces émotions amalgamées qui ont formé ensuite le fruit maléfique qu'est celui d'Imu. Et j'en reste absolument persuadé, le fruit de Luffy ne peut pas naître d'une volonté de liberté sans que celui d'Imu, lui, ait pris ses racines dans le mal qui rongeait le monde. Pour autant, tout comme il y a eu un Nika dieu soleil dans le premier monde, il y a aussi eu un dieu de la terre qui, empli de rage, se dressa. Ce dieu de la terre devait avoir un nom, tout comme le dieu soleil a lui aussi été nommé, et c'est cette entité qui, je pense, s'est réincarnée dans le fruit d'Imu. Est-ce qu'il s'agit de Mu justement? Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que contrairement à Luffy qui parviendra à un moment ou l'autre à se libérer de l'emprise de Nika, Imu, lui, n'a jamais réussi à se délier de l'influence néfaste et démoniaque de son fruit du démon à un tel point que son apparence même en a été changée à jamais. Bon écoutez, nous y sommes, le moment craint et redouté, celui qui allait un petit peu flinguer la petite tension qu'Oda avait déjà réussi à installer tant bien que mal ces dernières semaines. Luffy parvient à se remettre plus ou moins sur pied en mangeant. Voilà, alors plus précisément il est question d'utiliser la nourriture et son énergie qu'il a stockée pour lui permettre de se régénérer, peu importe en fait, il n'y a pas de sujet. La nourriture est encore la source permettant à Luffy d'échapper à la mort. Ce qui... moi, m'irais totalement dans un cadre hors guerre, tu vois, vas-y Luffy, régène-toi après avoir combattu tes ennemis pour te remettre sur pied, ça va, c'est ok. Mais de faire ça pendant que Nerona Imu en personne te regarde droit dans les yeux, bon, c'est un peu couillu. Alors, moi j'ai espoir, j'ai espoir que le prochain chapitre rende caduque celui-ci et qu'Imu le fume à nouveau et tout, machin. Par contre, là, ce que nous fait Oda, c'est plus trop possible en vrai. C'est-à-dire que là, avec la tension, la présence d'Imu, la domination qu'il a eue depuis son arrivée sur Elbaf, qui était génial, ça se retrouve à nouveau balayé, annulé, effacé, ce que vous voulez. Parce que là, on arrive vraiment à un point où Luffy, pour tenir un gars et surtout pour ne surtout pas le faire perdre, devra faire une pause miam tous les 5 chapitres. Oda me dit pas que c'est ça le futur de One Piece, je veux pas y croire. On est où là? On est dans petit plan en équilibre. Alors qu'on me sorte pas le « oui, mais ça a toujours été comme ça dans One Piece » comme argument. Parce que oui, c'est vrai, ça date pas d'hier que Luffy se régénère en mangeant. Globalement, c'était toujours plus ou moins bien mené. C'était pas forcément agréable tout le temps, mais au moins on tankait. Ça n'empêche que c'est une sale habitude que personne n'apprécie particulièrement et que face à un type comme Imu, c'est encore plus déplacé. Absolument personne ne veut voir ça, peu importe de la façon que c'est mené. En fait, c'est tout simple ce que je vais vous dire, et après on changera de sujet parce que râler ça va pas changer le chapitre pour autant, mais si Oda ne veut pas que Luffy perde et qu'il se retrouve dans des situations trop difficiles, alors il ne faut pas introduire un personnage comme Imu qui se retrouve bridé comme pas possible, ou alors ne pas le faire venir sur Elbaf et laisser la place au Chevalier Divin. Là au moins ça aurait été largement suffisant. J'irais même jusqu'à dire que s'il n'est pas capable de faire en sorte que Luffy soit incapable de se défendre face à Imu, alors qu'il laisse Imu pour la vraiment toute fin, pour le dernier combat, pour le moment où Luffy sera capable de le vaincre et pas l'introduire avant pour que Luffy perde, mais pas trop non plus. Et finalement, nous, on se retrouve frustrés à pas savoir quoi attendre de quel personnage. En fait, là, le problème qui existe depuis des années, mais qui est vraiment lourd à porter depuis peu, c'est que Luffy est fait pour être immortel, invulnérable, inébranlable. Il n'a pas assez de puissance pour vaincre quelqu'un. C'est pas grave, de toute façon, il est inépuisable. Si le combat doit être une question d'endurance, alors Luffy le remportera haut la main, car il est à un stade de puissance qui le rend invincible face à tout le monde. Oui, mais pas du tout, Goji, il a perdu face à Kaido, tu dis des conneries? Non, les gars, il a pas perdu face à Kaido, il a échoué plusieurs fois, oui, mais la finalité, à la fin,
Celui qui a vraiment tout perdu, son équipage, son royaume, sa place d'empereur, c'est Kaido. Si Luffy avait vraiment perdu, tout le monde aurait perdu aussi. Alors évidemment, c'est pas viable pour l'histoire, il avait besoin d'évolution et tout ça. Je le conçois, mais là sur Elbaf, concrètement, qu'est-ce qui empêche Luffy et les Mugiwara de perdre face à Imu? Imu est limité par le temps, de toute façon, il n'aurait pas pu les tuer. Il y avait trop d'alliés sur Elbaf pour ça. Et puis même globalement, ça aurait apporté une remise en question à l'équipage, ça aurait apporté de la peur de ce roi du monde. On l'aurait senti dangereux. Tandis que là, même si c'est le cas, ça change pas grand-chose puisque bouffer des provisions mises de côté suffit pour Luffy de compenser cette faiblesse. Ah, et puis aussi on va me dire oui non mais Goji n'importe quoi, c'est un Yonko, il peut plus perdre. Et puis tu veux qu'il meure ou quoi? Mais toujours pas, c'est pas du tout la question. Ça a jamais été en fait la question de voir tout le monde de perdre, que One Piece se finisse en drame ou quoi que ce soit. Non, on veut juste de la vraie difficulté et le ressentir. Quand Luffy perd comme il a perdu, alors il n'a pas droit de revenir avec une excuse aussi simple. Tu m'aurais dit à la rigueur que Mancheri ou l'eau le soignaient entre temps, j'aurais un peu mieux accepté le truc, tu vois. Mais là de savoir que quelque chose d'aussi trivial que de la nourriture puisse effacer 2 épées antiques plantées dans le corps, je trouve pas que c'est un scénario palpitant, non. Bon alors, après il n'y a pas eu que du négatif, honnêtement. Peu importe ce qui se passe, on a bien vu qu'Imu avait une puissance délirante et suffisante pour mater Luffy d'une seule main. Finalement, quand on prend l'entièreté du truc jusqu'à présent, Luffy a vécu un véritable échec et je pense pas que ce soit fini. C'est ce que j'attendais et je vais pas cracher dessus. Ça n'empêche qu'une autre question se pose en essayant de chercher une logique à ce qui vient de se passer maintenant. Est-ce que c'est vraiment la nourriture qui permet à Luffy d'autant se régénérer ou est-ce que c'est son fruit du démon? Parce que en tant que Zoan, Luffy a déjà de base une régénération largement plus haute que la moyenne, mais lui il ne le sait pas parce que il ne sait pas qu'il a un Zoan et reste persuadé de posséder un Paramecia, le Gomu Gomu no Mi. Mais ensuite, il a aussi ce pouvoir de l'imaginaire de Nika, et ça pareil, il ne s'en rend pas compte. Donc on peut imaginer que lorsqu'il pense que la nourriture est la raison de sa régénération, il n'a pas entièrement tort. Mais c'est surtout le pouvoir de l'imagination de Nika et sa nature de Zoan qui lui accorde ses bienfaits. Vraiment, je vous dis une vraie connerie, mais par exemple, s'il est persuadé que manger de la salade le rendra vert, peut-être qu'avec ce pouvoir de l'imagination, de l'auto-persuasion, Luffy deviendra vert, sans vraiment le vouloir, mais en étant quand même provoqué par son subconscient et son fruit du démon. C'est aussi pourquoi il ne veut pas annuler son Gear 5 comme il a laissé comprendre dans ce chapitre, car sans ce pouvoir d'imagination de Nika, il ne serait plus capable de tenir une telle régénération. En tout cas, cette logique ne s'applique pas au monde en général de One Piece, car Gaban, qui sait pourtant tout de lui, s'est retrouvé abasourdi carrément de le voir se soigner de la sorte. Si déjà pour lui ce n'est pas logique alors qu'il a vécu avec un monstre comme Roger, c'est probablement car c'est le fruit de Luffy qui confère autant de facultés à la régénération. Expliquant aussi au passage pourquoi Luffy est vu comme un monstre en fait par Nami au chapitre 843 quand il se met à littéralement fondre en 3 cases en dormant après son combat contre Crackers dans lequel il s'était littéralement pété le bide. Cette scène défiait déjà toute logique à cette époque, on ne savait rien du tout du fruit de Nika, du Zoan, tout ça, mais aujourd'hui avec ce contexte, on peut en être quasiment sûr. Si Luffy se soigne si facilement avec de la nourriture et arrive même à la stocker dans une dimension imaginaire de son corps, à la caribou, c'est précisément grâce au pouvoir de l'imagination de Nika, lui permettant tout ce que son esprit désire. Bon, on va pouvoir passer à la suite et fin de ce chapitre, et on n'a pas fini de parler de Luffy d'ailleurs. Le Monster Trio infernal d'Elbaf passe donc à l'action. Luffy, Loki et Airudine. Pardon, non, c'est pas bien de rire, c'est pas bien parce que Airudine est un très bon personnage avec globalement, et de ce qu'on a vu avec Rod, une très bonne philosophie pour le futur des géants, il veut tous les regrouper, c'est fou. J'ai pas une attache particulière pour ce perso, je vais pas mentir, mais je trouve pas sa présence illogique aujourd'hui, même si le Boog est à des années-lumière littéralement de la puissance de Loki et de Luffy. Parce que lui aussi, il a le droit de briller un petit peu en fait. Lui aussi, il est affecté par la situation. Imu aussi est un ennemi particulier pour lui, c'est à cause de lui qu'Elbaf est dans cet état, que son père est mort. Bref, derrière l'ironie de la scène, n'oublions pas que Airudine est censé gouverner Elbaf, normalement aux côtés de son frère d'après la volonté d'Harald, mais quoi qu'il en soit, on sait qu'il fera un roi plus juste que Loki, pas plus juste mais plus adapté, on va dire, au peuple d'Elbaf. Pour le coup, je m'en veux et j'ai été vraiment mauvais de pas parler de son apparition dans le combat plus tôt que ça, c'est logique, c'est cohérent, c'est très juste, et même s'il perdura moins que les deux autres, il est à sa place. Et se prendre une patate d'un géant qui a été capable de repousser les 10 000 tonnes de McVise, bon, tu dois effectivement la sentir passer. Et de toute façon, s'il n'y a plus ni Luffy ni Airudine, il y a encore Loki. Et ouais, le démon d'Elbaf, lui, est toujours debout, ou presque, et pour le coup, son retour est plus que largement apprécié. Là où je râle beaucoup pour Luffy, Loki, lui, devait revenir.
tout le justifie, je trouve. Loki a été soigné par Gerd et probablement par Chopper, puis il a quand même eu le temps de se régénérer un peu, puisque en plus de ça, il est lui aussi un Zoan mythique. Qui plus est un dragon qui sont reconnus dans les mythes et légendes pour leur endurance exceptionnelle. Kaido en est l'exemple parfait. Puis outre tout ça, Loki est un géant antique, à croire que leur résistance et leur force en est elle aussi accrue. Donc il n'avait pas à être out définitivement de ce combat, surtout que contrairement à Luffy, il n'était pas non plus aux portes de la mort. Et puis surtout, on n'a pas encore vu la forme hybride de Loki qui n'a pas de raison de ne pas être utilisée aujourd'hui face au plus grand danger d'Elbaf quand, face à son père Harald, la silhouette et la griffe laissaient supposer que Loki aussi possède une forme hybride qu'il a pris pour vaincre ce dernier. Donc si Imu utilise sa forme hybride, Loki le fera aussi, et si Loki le fait, est-ce que Luffy n'en profiterait pas pour le faire également? Oh on n'est plus à ça près les gars, autant qu'il nous montre une autre forme, j'ai envie de dire. Vu que c'est un Zoan, que son Gear 5 est censé être sa forme animale éveillée, qu'il nous lâche une forme hybride à mi-chemin entre son Gear Force, enduit de haki plus musclé avec des aptitudes, soit de vitesse, de résistance ou de force, et son Gear 5 qui lui permet d'imaginer ce qu'il veut et tout le bordel. Non mais parce que depuis que Luffy est révélé comme ayant un Zoan, on s'est dit que il avait sa forme de base, allant jusqu'au Gear Second et Gear Third, puis après il a eu sa forme hybride avec le Gear Force et ses variantes, et finalement sa forme finale de Zoan avec le Gear 5. Cette idée reste bien évidemment valable, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop oublier que les Zoan, finalement, on sait pas grand chose d'eux. La preuve, on parle souvent que de la forme hybride et animale, mais jamais de toutes les autres. Car Chopper, en tant que Zoan, lui a été capable de débloquer plusieurs transformations grâce à sa Rumble Ball qui, d'après lui, au chapitre 149, a réussi à débloquer 4 nouvelles transformations pour un total de 7 formes pour un seul Zoan, sans compter sa possible forme éveillée ni celles qui se sont rajoutées avec le temps. Donc on peut bien sûr théoriser que Luffy bouffera une Rumble Ball pour ce faire, admettons, c'est possible, même si personne ne sait que c'est un Zoan. Mais ce qu'on peut surtout se dire, c'est qu'il aura lui aussi une 7e transformation. Et ouais, si on compte tous ses gears jusqu'à présent, Luffy en a actuellement 6. Il y a le Gear Second, le Gear Third, le Gear Force qui est composé de 3 transformations et le Gear Fifth. Nous sommes à 6. Alors peut-être que c'était un vrai foreshadow et qu'il manque une vraie forme hybride à Luffy, une qui fera le pont entre Nika et lui, à la fois recouvert de haki, tout en arborant cette forme blanche si spécifique au Ito Ito no Mi modèle Nika. Un concept qui n'est pas si éloigné des pensées d'Oda, puisqu'en fin d'année, un petit databook avait été distribué avec un Shonen Jump qui comportait plusieurs croquis de ses gears, notamment un Snake Man recouvert de haki de l'armement, dont les muscles étaient censés être libres et malléables. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. C'est donc bien possible et envisageable que Luffy cache une forme hybride, et pas seulement une forme supplémentaire au Gear 5, et qu'elle ait déjà été plus ou moins montrée dans ces croquis-là à l'écran. Finalement, ça ne vous aura pas échappé non plus, mais la scène ultime de ce chapitre nous montre un nouveau Hakoku, l'attaque signature des géants d'Elbaf qui se fait généralement en duo, rejoint par Luffy pour une attaque surpuissante qu'Imu n'a même pas pris la peine d'esquiver. Donc, nous pouvons déjà noter qu'étonnamment, Aerudine ne semble pas avoir utilisé de haki contrairement aux autres, pas même du haki de l'armement. Je sais pas vraiment quand ni comment, mais pour Aerudine, il va bien devoir à un moment développer un haki des rois également s'il veut vraiment hériter et perpétuer la volonté de son père. Pas de raison que Loki soit le seul à l'avoir. Maintenant, qu'est-ce que cette attaque va provoquer chez Imu? Normalement, je dirais rien de bien particulier. Justement, dans cette nouvelle forme, il sera encore plus résistant et terrifiant. Remarquez par ailleurs que les dégâts subis par l'attaque de Gaban ont littéralement été effacés de son corps, il n'a plus rien. Donc au mieux, s'il a appris le Hakoku de plein fouet, il lui manquera un bras. Ça sera l'occasion pour lui de nous montrer l'exceptionnelle régénération dont il va faire preuve comme l'avait fait Gunko après s'être pris l'attaque d'Usopp. D'un autre côté, l'utilisation excessive de cette forme, qui doit lui consommer beaucoup d'énergie, va encore raccourcir le temps qu'il a ici. Peut-être verrons-nous enfin un peu de panique du côté du Gorosei, s'inquiétant pour leur grandeur, où Imu, lui, montrera de plus en plus de signes de faiblesse. Même si l'apparition de cette forme hybride ne sera pas là que pour faire beau, quelqu'un risque à nouveau de subir le courroux démoniaque d'Imu dans le prochain chapitre, pour donner l'exemple de sa toute-puissance incontestée et incontestable. Et voilà alors les refs, que dites-vous de ce chapitre? Quelle serait votre note dessus là sur 10? Je vous laisse commenter car on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici et merci encore à Red Shadow Legends pour la sponsor. Tous les liens sont en description et le QR code est juste à l'écran. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de pause de One Piece. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.